Alors quand on parle de dignité, je pense qu'il faut d'abord bien distinguer ce qu'on appelle la dignité et le sentiment de la dignité. La dignité, c'est intrinsèque à l'humain. Heu, Nous devons à Kant, le philosophe Kant, cette, pensée qui est que tout être humain, quel que soit son état, quelle que soit sa dégradation physique, ou mentale, reste un être humain digne. C'est intrinsèque à l'être humain. C'est, d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme est fondée sur cette définition de la dignité. Dignité propre à l'humain. Le sentiment de la dignité, c'est quelque chose de différent. C'est un sentiment subjectif. C'est un sentiment subjectif, c'est je peux avoir le sentiment d'avoir perdu ma dignité ou d'être en train de la perdre. C'est un sentiment qui est souvent lié aussi au sentiment d'estime de soi. Ce sentiment, c'est un sentiment qui peut fluctuer chez la personne et qui est en tout cas très dépendante du regard de l'autre. J'aime bien cette phrase du psychanalyste Lacan qui disait: «C'est le regard de l'autre qui me constitue. C'est dans le regard de l'autre que je vois qui je suis, que je vois si je reste un être humain digne à ses yeux ou pas». Donc ce sentiment, il nous renvoie à notre responsabilité d'humain, de savoir, par notre regard sur l'autre, le confirmer dans le fait que quel que soit son état, il reste une personne humaine à part entière, avec toute sa dignité, même s'il a perdu son autonomie. Alors, nous en venons maintenant à cette confusion que l'on fait dans notre société entre dignité et autonomie. On a le sentiment que si on perd son autonomie, on perd sa dignité. Aujourd'hui, il y a une expression très courante qui est mourir dans la dignité. Les gens disent je veux mourir dans la dignité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et par exemple, c'est une question que je pose souvent aux personnes âgées de 80 à 100 ans que j'écoute depuis une quinzaine d'années et nous avons toujours un module, un atelier sur la mort. Et dans cet atelier, je pose la question: «C'est quoi pour vous mourir dans la dignité?» Et voilà la réponse que je reçois, je dirais, heu, presque à je dirais à 90 et plus. C'est mourir dans la dignité pour moi, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital, dans mon lit. Je veux mourir sans souffrir. Je veux mourir sans avoir des tuyaux partout, sans qu'on me prolonge, si je ne veux pas être prolongée. Je ne veux pas qu'on me force à m'alimenter. Je veux donc qu'on respecte mes volontés. Et puis, je ne veux pas mourir seule. Je veux me sentir, accompagnée par des gens vivants. Je veux qu'on vienne me voir, qu'on me touche, que les enfants viennent, que je veux sentir la vie autour de moi et je veux juste pouvoir glisser doucement dans la mort. Voilà ce que c'est pour moi mourir dans la dignité. La personne de 92 ans qui m'a fait cette réponse, je me suis dit: «Mais au fond, est-ce qu'elle aura cette mort digne?» Parce qu'elle est possible. En France, avec la loi que nous avons, c'est possible de ne pas souffrir, d'être respecté dans son refus de traitement. C'est possible d'être accompagné, bien sûr, d'être respecté dans son refus d'être alimenté. Mais malheureusement, nous avons nous sommes dans un pays qui n'a pas développé les soins palliatifs suffisamment. Il y a des départements dans lesquels il manque de structures. Il y a donc personne n'est garanti de pouvoir mourir dignement comme cela. Et c'est à cause de cette peur de souffrir, de ne pas être respecté dans sa manière de vouloir mourir dignement, que beaucoup de personnes
se disent peut-être qu'il vaudrait mieux anticiper la mort. Peut-être qu'il vaudrait mieux finalement prendre les devants, demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Il y a donc derrière cette demande d'euthanasie ou de suicide assisté une peur, la peur de ne pas être respecté dans sa volonté profonde de dignité qui, je le répète, hein, n'est pas de mourir avec une injection létale, mais de mourir en glissant doucement dans la mort, sans souffrir, sans être prolongé, en étant accompagné. Je vous ai donné l'exemple d'une personne très âgée qui souhaite mourir dans la dignité de la manière que je viens de raconter. Mais évidemment, j'entends aussi des personnes qui ont entre 60 et 75 ans, disons dans leur jeune vieillesse, et des personnes qui sont encore en bonne forme, qui sont autonomes et qui, pour elles, ont très très peur de perdre leur autonomie. Et elles ont l'impression que si elles perdent leur autonomie, elles perdent leur dignité. Il y a donc chez ces personnes l'idée que pour préserver sa dignité, il faudrait pouvoir anticiper sa mort et pouvoir choisir le moment de sa mort. Mais vous comprenez bien là que ce sont des personnes qui sont bien portantes, alors que quand on est à l'écoute des personnes beaucoup moins bien portantes, très fragiles, très vulnérables, très très âgées, ce n'est pas du tout leur souhait. Leur souhait, c'est d'être accompagné dans une mort douce et sans souffrance. Comment pouvons-nous aider quelqu'un à mourir dans la dignité? Évidemment, en nous mettant à l'écoute de cette personne, car très souvent, des personnes ont l'impression qu'on ne les écoutera pas, qu'elles vont être seules avec leurs peurs et avec leurs souhaits. Et c'est souvent dans ce cas de peur que les personnes disent, eh bien au fond, je veux mourir, donnez-moi la mort. Mais aider vraiment quelqu'un à mourir dans la dignité, c'est donc pouvoir s'asseoir auprès d'elle et engager la conversation, lui demander ce qu'elle souhaite, quelles sont ses peurs, essayer de voir comment on peut la rassurer par rapport à ses peurs, c'est le rôle souvent des médecins. Mais c'est aussi lui faire sentir, qu'elle puisse sentir dans son corps qu'elle n'est pas seule. Parce qu'il y a quelque chose dans qui terrifie les mourants, c'est de se retrouver sans aucun contact à la fin de leur vie. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette peur? Parce que le sens du contact, qui est le premier des sens qui se développe dans l'embryogénèse, c'est le dernier des sens qui reste très très présent et très perceptif à la fin de la vie. On a besoin de contact. On a besoin de contact visuel, on a besoin du contact d'une main, on a besoin de sentir que son corps est touché par les autres. C'est ce qui permet de rester en sécurité intérieure, d'être dans ce que j'appelle sa sécurité de base. C'est ce contact. Donc, il faut surmonter aussi, peut-être aussi sa peur d'être proche du mourant. Et les proches, quelquefois, ils doivent surmonter une peur qui est très classique, c'est la peur de la contagiosité de la mort. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles souvent on ne meurt pas chez soi. Souvent, un proche a peur que son mari, sa femme, meure dans son lit. Il a peur de cette contagion de la mort. C'est comme ça. Et donc souvent, c'est la raison pour laquelle on transfère au dernier moment quelqu'un à l'hôpital ou dans. Eh bien, c'est tout l'inverse dont les personnes ont besoin. Et elles ont besoin de contact. Et j'ai remarqué ça quand les infirmières en soins palliatifs, les aides-soignants, donnaient par exemple un bain à un mourant, faisaient ensuite l'essuyer avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact, lui passer de la crème
toujours avec beaucoup de présence, de respect, eh bien, on voyait le corps de ces mourants se détendre. On voyait la paix sur leur visage. On voyait ce qu'un soignant communique par la seule qualité de sa présence tactile. Et souvent, j'ai vu aussi des personnes mourir, souvent les soignants l'ont constaté, une demi-heure après un bain ou un massage dans lesquels ils s'étaient sentis tellement bien. Alors bien sûr, les soignants sont un peu affolés et viennent me dire: «Mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas pour que la personne soit morte une demi-heure plus tard?» Et non, c'est l'inverse. Je leur dis: «Vous avez permis à cette personne de quitter son corps, parce qu'elle s'est sentie tellement bien, tellement dans sa sécurité de base, qu'elle a pu partir». Donc ce contact est très, très important. Et il y a une histoire aussi que j'aime bien raconter, heu, qui est celle qui m'est arrivée un jour où j'entrais dans une chambre où femme une jeune femme, 35 ans, qui était atteinte d'un cancer du foie, qui était soulagée physiquement mais tourmentée. On sentait elle n'était pas sereine. Elle bougeait beaucoup dans son lit et la famille tout autour était là, assez impuissante. Et je savais que dans la famille, il y avait la sœur jumelle de cette patiente et donc l'idée m'est venue en entrant dans la chambre de proposer à cette sœur jumelle de monter dans le lit et de s'allonger dans le dos de sa sœur, de la prendre dans ses bras et de rester un moment comme ça. Et la jumelle a tout de suite compris ce que je lui proposais. Heu, Parce qu'au fond, c'est la position dans laquelle elles étaient toutes les 2 avant leur naissance, dans le giron de leur mère. Elles étaient comme ça. Elles étaient, collées l'une à l'autre dans le liquide amniotique, donc en parfaite sécurité. Cette jeune, femme jumelle donc a fait ce que je lui proposais et nous avons tous été témoins, la famille comme moi, de du calme qui s'est installé chez la patiente, s'est mis à respirer doucement et la sœur est restée un bon moment, un long moment comme ça. Puis elle est descendue du lit, la patiente était sereine, hein, et elle est morte quelques jours plus tard en restant dans cette sérénité, c'est-à-dire cette sérénité s'est prolongée jusqu'à sa mort. Puisque nous parlons de cette question de dignité du mourir, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît très important, c'est, cette question de vérité avec la personne qui va mourir. Une personne à qui on raconte des histoires, c'est une personne que l'on ne respecte pas vraiment. Et comment peut-elle avoir le sentiment de mourir dignement si on ne lui dit pas les choses comme elles sont? Et c'est quelque chose évidemment que les médecins avec lesquels j'ai travaillé en soins palliatifs savaient faire. Ils savaient avoir une conversation avec la personne mourante qui lui permette de garder l'estime d'elle-même parce qu'on s'adressait à elle comme à un adulte à part entière. Heu, je pense, par exemple à ces médecins qui, lorsqu'on leur demandait, si la personne leur demandait combien de temps il leur restait à vivre et qui est un médecin qui pouvait s'asseoir, prendre le temps de refaire l'histoire de la maladie, de traitements qui avaient eu lieu, de l'abandon des traitements devenus inutiles, de l'entrée dans l'unité de soins palliatifs puisque c'était un service dans lequel on s'engageait à ce qu'ils ne souffrent pas et à ce qu'ils puissent rester des vivants jusqu'au bout. Donc le médecin racontait toute cette histoire et puis il disait: «Maintenant le temps qui vous reste à vivre, je ne le sais pas. Ça, c'est votre secret, ça vous appartient. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pendant ce temps qui vous reste à vivre, on va vous accompagner, on va veiller à ce que vous ne souffriez pas, on ne va pas vous laisser tomber. Nous nous engageons à vous accompagner pendant tout ce temps
qui vous reste à vivre. Quand on parle comme ça à quelqu'un, on lui parle avec respect. On ne le prend pas pour un imbécile. On lui dit les choses comme elles sont. Et je me souviens, je peux raconter cette anecdote aussi, de cette, femme tchèque qui qui avait demandé au médecin, elle lui avait dit: «Docteur, je veux savoir le temps qui me reste à vivre». Et le docteur lui avait tenu le discours que je viens de tenir. Elle l'a remercié et puis, toute la semaine suivante, elle a téléphoné à tous les gens tous ses proches qui étaient en Tchécoslovaquie. Des longs téléphones dans lesquels elle leur disait au revoir, dans lesquels elle avait des vraies conversations avec eux, en leur disant: «Ben voilà, je suis à la fin de ma vie, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je ne reviendrai pas en Tchécoslovaquie, je vais mourir dans ce service». Et elle a fait donc tout son travail du trépas, au fond, elle l'a fait pendant, toute la semaine. Et puis au bout d'une semaine, contrairement à tout ce qu'on pouvait, heu, supputer, tout d'un coup, elle a eu un regain d'énergie, heu, elle s'est trouvée beaucoup mieux. Le médecin, lui a proposé de sortir, de quitter l'unité. Elle avait une sorte de rémission et je la vois encore quittant le service avec son manteau de fourrure, ses hauts talons, quittant le service. Elle est revenue 6 mois plus tard pour mourir. Mais voilà, elle a vécu 6 mois de plus, heu et certainement, je dirais en étant absolument vivante puisqu'elle s'était préparée et qu'elle avait finalement, réglé tout ce qu'elle avait à régler. Donc cette manière-là de je dirais d'être dans la vérité de la situation, c'est quelque chose qui me paraît être un des éléments importants du sentiment de garder sa dignité.